Salut tout le monde. Comme tous les lundis et les mardis, grosso modo, on fait un petit débrief de ce qu'on a pensé de l'épisode de House of the Dragon saison 2. Aujourd'hui, évidemment, on est réunis avec Adrien pour parler de l'épisode 1 qui a été diffusé ce matin, en fait, à l'heure où on enregistre tout ça. Vous voyez ça, a priori, sur YouTube et sur Dailymotion le mardi matin. On va faire un petit peu, voilà, un petit débat, une petite discussion pour savoir... On s'est pas spoilé, en fait, en discutant avec Adrien, pour savoir ce qu'on a pensé respectivement. Donc on va en discuter évidemment avec le chat qui est réuni comme tous les lundis soirs sur Twitch et sur YouTube. Comment ça va, Adrien ? Ça va très bien, très bien. Je suis très content qu'on ait lancé ce format de débrief. C'est un peu la première fois pour moi. Je fais du débrief sur YouTube, Dailymotion, Twitch, donc je suis très content. Il y a du bien. T'es rodé à cet exercice. Oh, il faut. Je sais que tu l'avais fait pas mal sur The Last of Us, notamment sur Game of Thrones, tu l'avais fait aussi. Et l'année dernière sur House of the Dragon saison 1. Donc tu es un peu mon maître à penser. Je te suis. Je fais confiance. Arrête. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça faisait 2 ans quasiment qu'on avait été privé de House of Dragon, puisque ça s'était terminé mi-novembre, je crois, de mémoire, la saison 1. Et du coup, on était surtout, en plus, on nous a arrêtés en plein dans le truc, en cliffhanger sur l'épisode 10 de la saison 1, donc forcément, il fallait attendre tout ça. Et puis, ce premier épisode... On peut le dire, est un épisode de mise en place, comme comme chaque début de saison, d'une manière générale, de Game of Thrones le faisait à une époque, quoi. Étonnamment, avec 2 personnages qu'on ne pensait pas voir tout de suite. Voilà, donc... alors, on précise, on va spoiler, évidemment. Si vous regardez ce débrief, on peut... Part du principe que si vous regardez et que vous êtes présent sur le chat en ligne, en direct, on part du principe que vous avez regardé cet épisode, sinon c'est pas rigolo. Non, mais une super mise en place avec le mur. C'est cool de revoir le mur, ça fait toujours plaisir. Voilà, le Nord, Stark... Ça commence comme ça, en plus. Hein. T'as l'impression d'être de retour à Game of Thrones, saison 3. Époque. Ouais, c'est super. J'ai trouvé ça très cool. Rien que la mise en place, les décors monstrueux, le fric est extrêmement bien utilisé. C'est assez fou. J'aimerais vraiment avoir le matos pour regarder ça dans les meilleures conditions, mais c'était très bien déjà sur ma télé, quoi. Mais donc non, très bien. J'ai trouvé ça plutôt malin. Il y a un côté un peu Star Wars 8, tu vois ce que je veux dire, avec Luke qui balance le sabre laser en arrière en mode ok, c'était un gros cliffhanger, mais on va quand même prendre notre temps. On va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, donc on va revenir tranquillement pour cette saison. C'est bien et pas bien. Je pense que les gens s'attendaient peut-être à du gros boom fire breather, du feu, quoi. Dès le début, il n'en sera rien, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec cette série, c'est qu'elle nous prend un peu à rebours aussi, et elle parle politique, quoi. Elle parle guerre intrinsèque, elle parle guerre familiale, elle parle politique et tout, et elle n'en oublie pas dans cet épisode 1 de le faire, donc moi j'ai bien aimé. Enfin, toi, moi j'ai bien aimé, hein, bien entendu. C'était ce que j'attendais. Enfin, en fait, pour avoir lu quelques critiques, j'avais compris que c'était plutôt lent sur le début de saison, donc je m'attendais pas à ce que ça soit la guerre immédiate. Donc ça a permis de peut-être de calmer un petit peu certaines attentes. On parlera plus tard de la scène choc de fin d'épisode, qui, je pense, à mon avis, va vraiment avoir toutes les attentions à la fois des néophytes et des lecteurs, qui auront certainement beaucoup de choses à dire dessus. Mais on peut faire un breakdown de l'épisode. Carrément. Commençons un petit peu. En fait, si tu veux, pour moi, il y a ce truc à Winterfell et sur le mur qui est vraiment la première partie de l'épisode avec Jaehaerys, je trouve, qui est assez intéressant parce que tu vois qu'il prend un petit peu à cœur son rôle de « je vais négocier, je suis face à quelqu'un qui est pas commode », donc Rhaegar Stark, du coup, le grand arrière-grand-père de Ned Stark, qui explique en fait que lui, il peut pas spécialement lancer à tort et à travers des troupes partout, parce qu'en fait, son serment, son devoir, c'est celui de protéger le mur. Et donc, assez intéressant. J'aime bien le fait que Jaehaerys
ils prennent un petit peu du galbe. C'est vrai, comme le dit Franck, il y a un nouveau générique. Et ça, il faut le dire. Oui, on n'en a pas parlé bien. Très très cool, ce magnifique. Très très cool. Évidemment, on reprend la musique de Ramin Djawadi, mais alors, j'aime énormément ce côté un peu tapisserie, broderie, etc. Je le trouve beaucoup mieux que le générique de la saison 1, qui était sympa, mais trop sombre peut-être, et pas très inspiré dans l'idée, on va pas se mentir. Moi, celui-là est très joli, quoi. J'aimais bien ce générique dans le sens où, en fait, il mettait en scène toute la lignée Targaryen. Et donc il t'expliquait, enfin en gros c'était chaque pion était un des personnages qui nous intéressait, et mais là en fait on n'en a plus besoin de ce truc là puisque c'est en place pour tout le monde, et là je pense qu'on a la forme ultime du générique de House of Dragon. Je pense qu'il changera pas en saison 3, parce qu'en fait ce générique là il pourrait tout à fait être utilisé pour même avant la danse des dragons, il pourrait même être utilisé pour après la danse des dragons. Et en fait, donc vous regardez, c'est une tapisserie où en fait c'est des gouttes de sang qui se répandent en fait sur la tapisserie et qui ensuite vient être filé pour décrire des scénettes de l'histoire des Targaryens. Donc on a le fléau de Valyria, donc ce qui a emmené les Targaryens vers Westeros. On a la guerre de conquête d'Aegon le Conquérant, on a évidemment en finale le versus Aegon-Rhaenyra. Donc vraiment, c'est très inspiré pour le coup, j'ai trouvé. Je m'étais dit qu'on pourrait éventuellement retrouver un générique un petit peu à la Game of Thrones, puisque c'est... Là, on va arriver dans un besoin géographique, en fait, de savoir où et quoi. Et je m'étais dit peut-être qu'on va avoir besoin d'avoir cette map qui se déroule à chaque générique. Et ils ont choisi de le faire. Déjà. Ouais, mais moi je trouve que tu la connais déjà parce que les lieux. Alors moi j'ai pas lu les livres. Hein. Toi, on précise que tu as lu les livres. Il y a beaucoup de lieux différents après pour. Disons que c'est pas une guerre qui se concentre en un seul point. Donc du coup, peut-être que tu aurais éventuellement besoin de savoir où est-ce que tu te trouves, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air d'avoir envie d'expliciter assez vite, parce qu'en fait, aussi bien du côté des Noirs que du côté des Verts, il y a des cartes. Donc ils vont nous expliquer un petit peu où se trouve quoi. Donc je pense qu'ils n'avaient pas spécialement besoin du générique de Game of Thrones. Ça aurait fait redite. On est d'accord. Déjà, en plus, en utilisant le même thème principal, ça aurait peut-être fait beaucoup. C'est ça. En tout cas, non, très bien. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, c'est cool. Ils ont tenté autre chose et ça marche. Je trouve que le générique est très très bon. Et retrouver cette musique, évidemment. Enfin, c'est quand même. Ah, mais quel bonheur! Moi, très franchement, années, quand je me lève le matin, le lundi matin, assez tôt, et que j'entends le. Ça rappelle une époque de HBO, déjà. Déjà là je suis quelque part. Là je suis dans ma nostalgie, tu vois. Et puis en plus quand derrière je vois un épisode qui est bon, non clairement. Non c'est assez ouf, mais ça fait trop du bien. Moi ça me rappelle les grandes années où on se levait très tôt. Grave. Voilà, on était jeunes à l'époque. Donc ça début comme ça qui marche très bien. Ensuite dans mes souvenirs c'est la mise en place avec Daemon, je crois, on voit Daemon. Non, je sais plus. C'est ça. C'est Daemon qui est au château de Dragonstone. Du coup, il y a Rhaenys qui atterrit avec sa dragonne. Le super héliport de dragon. Ah bah c'est génial. C'est très fort. Non mais ça marche très très bien. Je trouve c'est super. Et les dragons, encore une fois, on va pas parler de la CGI tout le temps et des effets spéciaux, mais ils sont forts. Parfait quoi. Quand je dis que le fric il est bien utilisé, il est super bien utilisé. Ce que j'aime bien en plus, c'est que les dragons, tu les reconnais quoi. Ouais, et ils ont tous leurs pattes. Ça c'est cool. Enfin, en plus de leurs pattes, ils sont vraiment leur aspect spécifique. Non, ça c'est grave cool. Et en fait, tu vois tout de suite, on te rappelle tout de suite les enjeux précédents de la fin de saison 1, et que, en fait, ils ont pas oublié les choses qu'on reprochait, qui se reprochaient les uns aux autres. C'est-à-dire que Daemon, il reprochait déjà, dans la fin de l'épisode 10, à Rhaenys de ne pas avoir tué les Hightower quand elle en avait l'opportunité. C'est la même chose en début de saison 2. Donc clairement. Ça, on n'oublie pas ces choses-là. Rhaenys, qui est toujours... elle fait toujours ce qu'elle veut. Donc elle lui dit, mais de toute façon, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux m'ordonner ce que tu veux, mais en fait, t'es pas mon roi. Donc voilà. Elle est cool, j'aime bien. J'aime bien Rhaenys. Très cool. C'était déjà un super personnage de la saison. Elle a un peu déconné, parce qu'elle a pas fait ce qu'il fallait en saison 1, mais après... derrière, on n'aurait pas eu de série, quoi. Exactement, monsieur scénariste. Non mais oui, c'est vrai que c'est cool, comme ce perso est très cool. Après, qu'est-ce qu'on a ? On revient à King's Landing. Il y a eu une grande phase à King's Landing. On voit pas Rhaenyra vite fait ?
On voit très très vite Rhaenyra qui est très peu présente dans cet épisode. Qui est en train de chercher Lucerys en fait dans la baie des naufrageurs parce qu'en fait elle a besoin de se prouver qu'effectivement il est mort. Parce qu'en fait, on lui a dit Lucerys est morte, mais elle en a pas la preuve, elle n'a pas sa dépouille ou quoi que ce soit, donc elle a besoin de ça pour pouvoir le pleurer et être en deuil. Donc elle a quitté quand même, elle a lâché les affaires courantes pour ça, quoi. Complètement. Donc un peu compliqué de gérer. Et Daemon ronge son frein à ce moment-là, en disant moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller me battre, quoi. Tout faire et péter. En fait, il peut pas, puisque Rhaenyra a abandonné le poste. Voilà, exactement. Donc Port-Réal. Donc Port-Réal, ouais, on arrive à Port-Réal. Avec, dans mes souvenirs, ça commence par une scène avec Alicent. Ouais. Et scène un petit peu coquine. Alicent qui a un peu changé depuis ce début de saison 2, elle est effrontée, madame, maintenant. Elle est effrontée, ouais. Olivia Cook qui fait toujours bien le taf, je trouve qu'elle elle est bien dans le rôle, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop en retrait quand même, j'aimerais qu'elle soit un peu plus... qu'on lui donne peut-être un peu plus à faire, mais c'est que le premier épisode, donc on va voir. Fabian Frankel qui joue son Kristen chevalier, Cole. exactement, qui est pas mal aussi, mais pour l'instant ils sont un peu sur le côté. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est quand on commence à voir Aegon qui gère à sa manière, voilà, le comment... Merde, j'ai perdu, c'est la grande table et... Le conseil restreint. Le conseil, merci. Et tu sens que ça a l'air d'être un... C'est pas un mauvais bougre, en fait, c'est un bon gars qui est un peu dissipé, quoi. Enfin, il est pas... Ouais. Voilà, il laisse son fils faire un peu n'importe quoi. D'un côté, il se la joue un peu Homelander de The Boys en mode tiens, vas-y, fais Adada avec mon fils sur ses épaules. Bon, voilà. Mais en même temps, il sait écouter quand sa maman lui dit d'arrêter de faire n'importe quoi. En fait, il y a deux trucs avec Aegon, je trouve. C'est l'envie de bien faire, parce que tu vois en fait sur la séance de doléances que il a envie d'être aimé par le peuple, donc il y va, et quand le peuple lui demande quelque chose, il se rend pas compte en fait qu'il peut pas lui dire oui. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup il y a toujours son grand-père qui est main du roi, rappelez-vous, qui est là en mode en fait non, t'as pas le droit de faire ça. Donc il fait ça une fois, il y a une deuxième fois où t'as Aegon par contre qui regarde son grand-père et qui lui dit non mais là c'est bon, je dis oui au forgeron et c'est bon là, c'est moi qui décide quoi. Moi qui décide. Mais intéressant parce que tu vois que les dynamiques chez les Verts notamment, donc à Port-Réal, sont assez tendues. Tu vois qu'ils sont pas tous d'accord. Alicent qui est un peu brimée par son père, elle en parlera après dans l'épisode. Justement, ils sont tous les deux pas vraiment sur la même ligne, enfin en tout cas ils sont pas du tout la même façon de faire. Otto qui essaie de gérer le truc un peu de façon en soum-soum et dictatorial, quoi. Mais est-ce que ça a fonctionné ? C'est un manipulateur, c'est un manipulateur, voilà. Donc tu vois clair dans son jeu quand même. Aegon qui a l'air de tomber dans le panneau parce que même quand il reçoit des gens du peuple et qu'il est cool en fait avec ces gens-là, tout de suite il se fait réprimander par Otto qui lui dit oulala non mais nous on a besoin de nos trucs pour nous, donc arrête tes conneries, et il cède direct. Donc c'est un peu un roi facilement manipulable. Et comme son père qui était plus facile à... Ce que lui dit Larys d'ailleurs, Larys Fort, donc pour le coup l'espion des espions un peu qu'on avait vu dans la saison 1, qui vient un petit peu murmurer à l'oreille du roi et lui dire enfin quand même tu te laisses un peu faire par la main du roi, et rappelle-toi quand même que ton grand-père c'était la main du roi précédent. Donc clin d'œil quoi. Déconne pas. Ouais. Donc non, mais il y a des dynamiques assez intéressantes déjà à ce moment-là. Et donc la deuxième chose qu'il y a dans le personnage d'Aegon, c'est effectivement il y a le côté tu sens que ça a l'air d'être un père assez aimant, qui aime ses enfants et qui a envie de faire les choses différemment de son père, parce que lui en fait il a jamais été traité comme Rhaenyra dans la saison 1, c'est-à-dire que son père, il emmenait Rhaenyra au conseil restreint parce que c'était son héritière, machin. Il n'a jamais fait ça avec Aegon, puisque c'était pas son héritier. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait avec son gamin ? Il va le chercher pour l'emmener au conseil restreint, et pour le former un petit peu à devenir roi. Donc il y a cette envie quand même, et quelque part un petit côté... agréable en fait de la part d'Aegon de ce côté-là, mais il y a aussi une grande envie de violence de la part d'Aegon et de son frère Aemon. Ce que j'allais dire, moins que son frère. Mais, tu sens qu'il veut y aller quand même.
Ouais, Aegon. Ouais. Oh, il veut y aller, mais en même temps. Il veut envoyer ses dragons, il veut envoyer lui-même sur son dragon à lui. Son frère. Ouais. Ouais, il veut envoyer son frère, il sait que son frère peut partir. Il veut envoyer son frère, mais il veut y aller avec lui. Oui, il veut y aller avec lui, oui. Mais après, c'est parce que c'est une envie de se prouver. De se prouver, ouais, voilà. C'est pas une envie de vengeance. Donc il peut attendre, c'est pas trop grave, quoi. Mais peut-être qu'après la fin de l'épisode 1, là, il ira peut-être un peu plus vite. Mais on en parlera tout à l'heure. Aegon est déjà marié, oui. Aegon est marié à Helaena, sa sœur. Ouais, exactement. Et donc Helaena, qui est quand même un personnage très important, qu'on voit un peu au tout début de l'épisode. Elle parle de rats. Ouais. Elle dit oui, il faut faire attention aux rats. Voilà, et lui, Aegon fait attention. Vous inquiétez pas, ma femme est un peu folle, quoi. Genre, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Est-ce qu'elle est si folle que ça? Peut-être pas. Mais donc, en tout cas, ouais, petit foreshadowing rigolo. D'ailleurs, est-ce que il y en a quelques-uns, ouais. Ouais, mais est-ce que c'est... Elle le sait pas? Elle s'en doute pas? Est-ce que c'est un personnage qui m'a toujours un peu... J'ai toujours trouvé évidemment un peu bizarre parce qu'il est bizarre ce personnage. Bien sûr, c'est fait exprès. Mais justement, est-ce qu'elle a un don de voyance, un don de préscience, de choses voilà. Alors c'est un truc que la série sur laquelle la série joue un peu depuis la saison 1. C'est pas du tout quelque chose qui est dans le livre, donc voilà, je peux pas confirmer ou infirmer quoi que ce soit. Okay. Mais tu sens, en tout cas avec ce qu'elle dit là dans le début de saison 2, tu te dis attends, mais en fait elle est effectivement presciente, quoi. Bah ouais, elle sent des trucs. Bah, je pense, ouais. Donc, et c'est quelque chose d'ailleurs dont Viserys parlait beaucoup dans la saison 1, donc c'est pas impossible qu'il l'ait intégré comme ça aux côtés de Helaena. Donc c'est intéressant pour le coup. Non, j'aime bien. La suite de l'épisode, donc à ce moment-là, on revient dans mes souvenirs du côté des Noirs, justement avec Rhaenyra, non je sais plus, c'est ça En fait, c'est Rhaenyra. Enfin non, c'est d'abord, tu sais, il y a deux bateaux qui chopent Mysaria, donc l'ancienne amante de Daemon, qui était aussi espionne à Port-Réal et qui se fait choper en fait par le blocus. Et du coup, elle arrive à Dragonstone, elle est livrée à Daemon, et Daemon la traite de traîtresse et la fout au cachot. Le ver blanc, effectivement. Ouais. Oui, la fout au cachot, mais... Voilà, donc ça servira plus tard. Et ensuite, il y a effectivement Rhaenyra qui arrive, et un conseil qui est demandé à ce moment-là. Rhaenyra qui arrive parce qu'elle a trouvé son fils. Exactement. Les restes voilà, sur la plage et tout ça, elle débarque en dragon, et ensuite voilà, elle revient. Et après, on peut aller vite, parce qu'il se passe pas grand-chose en fait, jusqu'au grand final. Donc Daemon qui a un plan. Bah, en fait, il faut bien voir quand même que Rhaenyra, elle dit 3 mots. Enfin, elle dit 4 mots dans cet épisode 1. Elle dit « I want Daemon Targaryen ». Elle veut... donc là, elle confirme... Aegon. Aemon, excuse-moi. donc celui qui a tué Lucerys. Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, elle confirme l'ordre que donnait précédemment Daemon, en disant, bah en fait, vas-y. Tu vois, fais ton truc. Tu peux y aller. Ouais. Et alors précédemment, Daemon voulait prendre Rhaenys avec lui à d'autres dragons pour aller buter Aemond et Vhagar, du coup, la dragonne d'Aemond. Et là, en fait, il se rend compte qu'avec Mysaria, il a peut-être un coup à jouer qui n'est pas frontal. C'est vrai. Ce qui est malin. Oui. Très malin, ce qui est étonnant de sa part aussi. Clairement. Parce qu'on l'a vu en saison 1, c'est pas un type qui prend des pincettes d'habitude. C'est pas toujours le couteau le plus affûté du tiroir. On va dire ça comme ça, parce qu'il aime bien montrer ses muscles et taper avec son épée. Et là, bizarrement, il la joue vraiment très sneaky, très, très, très dangereux, mais d'une façon dont on s'y attend pas forcément, quoi, de sa part. Et donc il utilise, alors j'ai perdu les noms de ces deux personnages là, mais en fait parce qu'ils ne le disent pas dans cet épisode. Ils disent pas. Un de ses collaborateurs, en fait, on va dire ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un ancien garde de la ville, enfin c'est un garde de la ville en poste, qui le soudoie. Et celui qui se débarrasse des rats, des nombreuses personnes, un des nombreux chasseurs qui s'occupe de chasser les rats du Red Keep, donc de Port-Réal, et il lui demande de tuer tout simplement le fils, en fait, de tuer Aemon, c'est ça. Donc la cible, c'est Aemon. C'est Aemon. Intéressant, quand même.
Ouais, complètement. Et il lui demande, mais attends, comment je vais pouvoir le retrouver? Ça se trouve, il sera pas là. Enfin bref, je sais plus, il lui demande un truc comme ça, quoi. Et il fait, bah, tu te débrouilles, quoi. Ouais, en fait, on n'a Et pas la fin de cette séquence parce que la séquence s'arrête avec un regard un peu entendu de Damon et on apprend ensuite. Donc ces deux personnages, en fait, ils s'appellent Sang et Fromage. Ah, Blood and Cheese, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et pourquoi? Parce que Blood, il y en a un, c'est un guerrier, donc il fait couler le sang, et Cheese, c'est un gars qui utilise du fromage pour attraper des rats. Et donc du coup, en fait, Cheese est capable de se repérer en fait et d'entrer par des tunnels en fait détournés dans le donjon rouge, et donc l'emmène à l'étage des appartements de la famille royale. Yes. Et c'est là que le drame arrive. Aemon n'est pas là. Aemon n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et bah, on continue quand même, et d'un coup se crée une séquence de tension où il commence à pleuvoir. Et donc on va l'appeler Blood. Blood se dirige justement vers un balcon, il voit qu'il y a de la pluie, puis il entend du bruit, et il se retourne, et puis là il voit une des servantes d'Elena qui le regarde, et puis lui il lui montre ses pièges à rats, il fait c'est pour les rats. Okay, bon. Et puis elle disparaît. Et puis elle disparaît d'un coup. D'ailleurs, c'est étrange quand même qu'elle disparaisse. Grave. Parce qu'on ne la reverra pas après. Au début, je me suis dit, elle va prévenir quelqu'un. Non, il n'y a pas eu d'alerte. Et la scène continue. Puis d'un coup, on entend une sorte de rix. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis, Blood se dirige vers une pièce où il voit Cheese en train de mettre un couteau sous la gorge d'Elena. Et à ce moment-là, se joue un drame, et il lui demande, je sais plus s'il lui demande où est Aemon. Le choc. Non, il lui demande même pas. En fait, ils partent du principe que ils ont pas Aemon. Du coup, comme Damon a dit, en fait, c'est un fils pour un fils. Voilà. Il cherche un autre fils. Et donc, il tombe sur deux petits lits. Et il y a 2 enfants, il y a une fille et un garçon. Les jumeaux. Les jumeaux, et en fait, il demande à Elena où est le fils. Et elle, après un temps de réflexion, pointe du doigt vers le lit du fils, de son vrai fils. Enfin, en tout cas, on imagine, mais bon, pour ceux qu'on lui livre. Alors d'abord, elle essaie de leur offrir son collier pour qu'il se barre, en fait. Pour qu'il se barre, oui, tout à fait. Sans tuer personne, mais bon, c'est vrai. Ils insistent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la confirmation quand même dans l'épisode que c'est bien le fils. Oui, parce qu'en fait, c'est rigolo, parce que Cheese... Blood, tout de suite, son premier instinct, c'est de dire non, elle est en train de mentir, elle aurait jamais pointé du doigt le vrai héritier. Et ensuite, Cheese la regarde, et Elena le regarde, et Cheese dit non, elle dit la vérité. Alors. Comment? Pourquoi? Bon. Mais et donc, il décide, et là, en hors-champ quand même, de tuer l'héritier. En tout cas, un des 2 enfants. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation. Non. Mais on est quasiment sûr. Si, parce que Elena a dit, quand elle arrive dans la chambre de sa mère, ils ont tué le garçon. Oui, c'est vrai qu'elle dit ça, excuse-moi. Donc si, il confirme. C'est quasi sûr. Et donc, il décide de décapiter quand même. Un petit enfant comme ça, là, tranquillou. Et là, à ce moment-là, forcément, déjà, on est un peu choqué, parce que c'est quand même une scène qu'on n'attendait pas. En tout cas, moi, je suis pas lecteur, c'est quand même très violent. Je me demandais s'ils allaient la faire en saison 1, en fait, cette scène. D'accord. Ça aurait pu être, oui, le cliffhanger. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu. Mais ça aurait fait 2 cliffhangers à la suite, enfin 2 trucs gros, 2 trucs à la suite. Donc c'est pas mal de l'avoir fait là en début d'épisode, en fin d'épisode, mais dans le début de saison. Je trouve que c'est bien. Là, ça lance la saison. C'est clair. Et oui, on termine donc par Elena qui descend avec sa fille dans les bras pour essayer de se sauver. Choquée sans être choquée, elle est étrange quand même. Ce personnage est assez étrange parce qu'il a l'air sous le choc, mais un peu bizarre. Oui, tu penses elle est en mode automatique là. Elle est vraiment en pilote automatique, et elle descend et elle tombe sur sa mère. En train de faire des choses pas très très catholiques. Sa mère fait que ça en ce moment. En fait, c'est rigolo parce que soit elle est en train de rabrouer ses fils et d'essayer de convaincre son père, soit elle est en train de ken. C'est ça. Écoute, non, mais voilà. Ah, bien sûr. Et donc, arc de personnage. Arc de personnage qui est très sympa. Et donc après, elle se met dans un coin de la chambre et face à sa mère, elle lui dit justement, ils ont tué le garçon. Et sa mère, visage choqué. Et voilà, fin d'épisode. Non, mais très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, les 2 fins de l'épisode 10, saison 1, de l'épisode 1, saison 2, sont des miroirs en fait. Il y a 2 enfants en fait, d'un côté et de l'autre, qui meurent,
Et les 2 épisodes se terminent avec le visage choqué de la mère. Ouais, exactement. Enfin, alors c'est pas... Alicent, c'est pas la mère de Jaehaerys, hein, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux meilleurs amis qu'on nous mettait en place dans la saison 1, qui, là, le point de non-retour est complètement dépassé, quoi, parce que... Souffre du même... de la même perte. Donc ça, c'est très malin, et le fait d'avoir laissé ces 2 séquences assez longues, parce qu'on a Lucerys qui arrive à Accalmie, qui trouve Aemond, qui est ensuite poursuivi en dragon, et ensuite on a la réaction de la mère, et là ensuite on a la séquence assez longue de on va aller débaucher Blood, ensuite on va aller parler à Cheese, et ensuite ils vont cheminer jusqu'au donjon rouge, etc. T'en as à peu près pour 10 minutes chacun sur ces deux séquences. Je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça comme ça. Ouais, ça passe très très bien. J'ai trouvé que le final était super, vraiment toute la séquence super bien tournée aussi. Ultra bien tourné, évidemment, c'est super bien réalisé. On l'a pas dit, super bien joué. Enfin, ils sont tous nickel et tout. Et même si t'as pas vu de récap avant, tu te perds pas trop en fait. Je trouve que ça fonctionne aussi très bien là-dessus. Ils sont assez forts pour remettre justement où sont les personnages, qui ils sont et où ils en étaient avant. C'est vrai, et puis en plus il y a quand même beaucoup de noms similaires, même moi des fois je me plante. C'est dur. Egon, Daemon, c'est des trucs qui se finissent en on tout le temps. Voilà, mais là-dessus ça fonctionne très bien. On a oublié de dire quelque chose aussi, c'est que Alicent, à un moment dans l'épisode, prie et dépose brûle un cierge, allume un cierge pour le fils perdu de Rhaenyra. Donc en fait elle a quand même une empathie pour Rhaenyra, même si on sait que la guerre des dragons arrive, leur fils... les fils plutôt d'Alicent le disent, hein, c'est sûr, et surtout Aemon en mode bon bah ça va arriver là, faut pas se voiler la face, on sait que c'est parti pour, mais arrêtons de traîner quoi. Mais c'est quand même intéressant qu'il y ait toujours un peu d'empathie quand même envers le camp adverse, parce que... Mais bon, avec ce qui s'est passé là, avec la fin de l'épisode, toi tu penses que... Mais en fait, c'est le problème, je suis désolé, je vais te poser des questions, mais t'as déjà la réponse, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais... tu sais que je ne spoil pas, moi. Je sais que tu spoil pas, mais je peux pas te poser la question de, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en fait, tu sais déjà ce qui va se passer. Donc je vais la poser différemment, la question. Est-ce que tu penses déjà que ça peut s'accélérer tout de suite dans l'épisode 2, ou ça peut encore monter en puissance tranquillement jusqu'à un climax qui soit vraiment explosif? Je pense que les épisodes 2 et 3, ça sera beaucoup encore, pas de l'exposition, mais les pièces vont avancer sur l'échiquier, mais il n'y aura pas d'explosion tout de suite sur les épisodes 2 et 3, pour avoir lu quelques critiques à ce sujet. Ils avaient l'air de dire que le début de saison était plutôt lent, et ça se voit en filigrane dans ce que se disent Otto et Alicent, en disant que eux en fait ils veulent tout faire pour éviter de déchaîner la fureur des dragons. Désescalader le truc. Donc t'as l'impression d'être un petit peu dans une espèce de guerre froide ou de dissuasion nucléaire. Où les deux en fait ont l'arme nucléaire de chaque côté et font en sorte de pas spécialement les utiliser tout de suite. Bon, et ensuite ça partira. Donc j'ai regardé le trailer de saison qui est sorti cette nuit, et ça a l'air de confirmer un petit peu ce que je pense. Mais ça veut pas dire qu'il va rien se passer sur les épisodes 2 et 3, mais je pense que il faut pas les attendre tout de suite par contre. Ça va décoller à partir de l'épisode 4 quoi, à peu près. Potentiellement. 5, quoi. Potentiellement. Okay. Ça marche. Et toi, du coup, parce que moi, tu peux pas me poser la question, mais moi, je peux te poser la question. Pose-moi la question. Qu'est-ce que t'attends, toi, de cette suite? Est-ce que t'as des théories par rapport à ce que t'as vu, là, dans cet épisode 1? Je pense qu'il y aura des conflits internes, en fait. Je pense qu'il va y avoir des conflits internes, évidemment, et donc ça va être compliqué. T'as parlé de guerre froide, c'est une bonne image. En fait, il y a vraiment ce truc de... Est-ce que Aegon, qui a l'air d'être un roi un peu jeune et un peu, tu vois, naïf, peut-être, va pas se dire, bon, on va quand même attendre, même si tu me dis qu'il est chaud pour y aller, mais peut-être qu'il va écouter sa mère aussi, et puis il est pris un peu en étau entre son frère, sa mère, son grand-père, enfin c'est un peu compliqué. Donc il y aura des conflits internes, chacun va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Comment on y va pas? Voilà. De l'autre côté c'est pareil, tu vois, avec Rhaenyra, même si je pense qu'elle est 100% pour aller casser des gueules. Daemon, c'est pas, tu lui dis vas-y fonce, il y va. Surtout qu'il va voir que est-ce que ça va lui suffire
d'avoir tué ce fils-là et pas le bon, parce que c'était pas la bonne cible. Donc comment il va réagir aussi face à ça? Est-ce qu'il n'y aura pas des trahisons là-dedans, dans tout ça? Est-ce que ça va pas justement, tu vois, des gens qui vont se retourner? Ça peut être super, ça peut être assez incroyable. J'ai envie vraiment, tu vois, qu'on continue aussi sur ce côté un peu politique. Ah bah ça, tu vas être servi, je pense. Lutte familiale et tout. Et j'ai envie qu'on voit plus du royaume, parce qu'en fait, le truc était génial dans Game of Thrones, et je me suis dit ça en voyant l'épisode 1. Donc justement, le mur, qu'on voit un petit peu, tu vois, la garde et tout, c'est qu'on voyageait quand même beaucoup dans Game of Thrones. Je trouve que dans House, on voyage pas des masses. Pour l'instant, vraiment pas. Voilà. On peut le dire, hein, la saison 1, c'était Port-Réal quasiment tout le temps. Voilà. Un petit peu Dragonstone, et là, c'est pareil hein, pour l'instant sur cet épisode 1. Ça me manque un peu, ça. Moi aussi, ça me manque, et j'attends aussi que la saison 2 sorte un petit peu des deux carcans de ces deux châteaux. Je demande pas qu'on aille en Essos, tu vois, c'est Essos, hein, le continent. Je demande pas, tu vois, c'est pas grave, mais plus qu'on voyage même dans Westeros, qu'on voit peut-être d'autres familles. Bah là, c'était un vrai petit bonbon hein, d'aller voir le mur et Winterfell hein, pour le coup. Oui, parce que je suis même pas sûr que narrativement ça serve énormément. Hein. Je pense que c'est juste pour dire, regardez, bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être le truc qui me manquera, mais même si je m'en fiche parce que je regardais à l'époque Game of Thrones aussi et surtout pour les discussions de couloir et dans les châteaux. Ah bah grave. Voilà, donc c'est pas trop non, mais je pense que ça va être intéressant. Je peux pas en dire évidemment, mais au bout d'un moment, en fait, je pense qu'on va avoir aussi de la narration un petit peu plus éclatée, parce que là, en fait, c'est très binaire. C'est un côté noir, un côté vert, et en fait, vu qu'ils bougent pas pour l'instant, forcément ça reste ça. Et encore je trouve qu'ils font l'effort de varier les endroits où on les voit hein. Donc ça reste plutôt cool malgré tout mais non ça va être cool. Moi je m'attends à des trucs des moments de bravoure assez sympas dans cette saison 2 à mon avis. J'en doute pas, je te fais confiance là-dessus, mais j'ai hâte de découvrir semaine après semaine. Faut qu'on parle un petit peu des différences pour le coup entre le bouquin et le bouquin et la série, parce que je pense que ça va être et je l'ai vu tout à l'heure dans le chat où justement Fichel Mouko nous en parlait. J'ai vu aussi comment tu t'appelles, Millimètre qui en parlait aussi. Il y a une grosse différence entre ce que toi t'as vu et ce que moi j'ai lu dans la scène de fromage, de sang et fromage. Est-ce que toi tu dirais que c'est une scène choquante? Un peu quand même. Tu sais quoi, la réaction que j'ai eue, je m'en suis rendu compte après, j'ai mis la main devant ma bouche, j'ai fait oh regarde, alors, pas choquant, on n'est pas sur du Red Wedding. Hein, bah voilà, justement, parce qu'il y a des gens qui ont lu et qui montaient un petit peu en épingle la scène sang et fromage avant le début de saison 2, en disant ça c'est de l'ordre du Red Wedding. Non, pas du tout, et ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ça l'est pas? Pour une raison très simple, on connaît pas le gamin. On sait pas qui c'est. Elena, on la connaît très peu quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas des personnages qu'on a suivis et qu'on, tu vois, qui était un Robb Stark en puissance, etc. Donc non, pas du tout. Ça peut pas fonctionner. Attends, c'est Catelyn Stark, Robb Stark, sa femme et tout. Enfin, non. C'était des personnages super importants. Enfin, on avait d'un coup, on décimait tout un arc narratif en fait. Et puis la réaction de Catelyn Stark aussi était incroyable. Mais au-delà même de la réaction, c'est juste on cut tout un pan de l'histoire qui pouvait partir sur des trucs trop cool. Grave. Et là tu fais oui, voilà, c'est juste on justifie le. Elle est super hein, la scène. C'est très bien. Et ça rajoute en fait une raison de plus d'aller se faire la gare. Bon, c'est intéressant d'avoir ton son de cloche à toi aussi, parce que justement moi je peux pas l'avoir forcément, mais je m'attendais à plus personnellement. Alors je me doutais bien que ça allait être entre guillemets adouci / édulcoré pour la série, parce que tu peux pas non. Tu peux pas vraiment faire ce qui est écrit dans le bouquin. C'est une décapitation. Ah, en fait, ça aurait pu... Il y aurait pu avoir la matière pour que ça dure 15-20 minutes, quoi. Mais il fallait pas faire ça. Mais parce que, bon, en ce moment, je reçois pas mal de commentaires de lecteurs qui sont un peu choqués que ils en aient pas fait des caisses. Moi, je comprends ce qu'ils ont fait. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Je trouve que les bruitages, particulièrement de cette séquence, sont déjà suffisamment parlants. Mais bref. Donc, ce qui se passe dans... répondre à ma question bah si, justement. Ce qui se passe dans le bouquin.
Donc il y a effectivement Sang et Fromage qui arrive dans le Donjon Rouge, qui arrive en fait dans la chambre d'Alicent. Ah, ok. Il la bâillonne, lui emprisonne les mains, enfin je sais pas comment on dit. Et en fait, ils attendent l'arrivée de Helena, Jaehaerys, Jaehaera du coup la jumelle, et de leur deuxième fils qui s'appelle Maelor et qui n'existe pas dans le bouquin, enfin qui n'existe pas dans la série. Donc en fait, ce qui fait qu'il y a 3 gamins à cet endroit-là, dont les 2 jumeaux, l'héritier du trône, Jaehaerys, le petit frère qui a 2 ans, et les jumeaux qui ont 6 ans. Donc Alicent est là, bâillonnée, et en fait, on menace Helena pour qu'elle dise, qu'elle choisisse en fait, lequel de ses fils va être exécuté. D'accord, ok. Et donc ensuite, donc à regret, elle pointe du doigt Maelor, donc le deuxième fils qui a 2 ans. Et là, Blood dit « Ok, et ben c'est l'autre que je vais tuer. » Et donc il décapite l'héritier du trône, quoi. Donc il y a un côté violence extrêmement... Enfin, c'est évidemment très violent, mais en plus, psychologiquement, c'est de l'ordre à détruire... Ils l'ont pas fait comme ça, Helena, c'était plus fort. Bah, c'est ça qui m'a étonné, parce que le deuxième fils, il pouvait très bien être là, tu vois. Ils ont décidé de pas le mettre. Bon, après, un gamin de 2 ans, c'est compliqué, mais je sais pas pourquoi... Est-ce qu'on peut faire un peu la généalogie, parce que dans la pièce, il y a qui Là, il y a Helena, Jaehaerys et Jaehaera dans la série. Oui, donc c'est juste... donc t'en rajoutes un, tu vois, c'est... Et puis là, pour le coup, t'as le potentiel d'avoir... Moi, en tant que néophyte, franchement, tu perds le public. Non, mais je suis d'accord. Ils ont tous des noms à ton... Bon, je suis d'accord. C'est très compliqué, et après, tu fais, ok, déjà, elle avait des fils, des filles... Ah tu vois, bien sûr. déjà, de base, c'est un peu... Voilà, quoi. Et je pense qu'ils en sont conscients. Par contre... Tu pouvais très bien faire la scène comme c'est décrit, de choisir l'un ou l'autre, de faire choisir l'un ou l'autre, et d'être très sanguinaire et d'être très... Exactement. Et tu vois, je suis d'accord que t'as pas besoin d'Alicent dans la pièce. Non, ça non. Par contre, je trouve que ça a énormément de sens de la forcer à choisir entre ses 2 fils, parce que comme le dit Millimètre, il dit au deuxième gamin, ta mère veut que tu meurs. Mais en fait, il le laisse survivre, tu vois. Donc c'est horrible. Oui, bien sûr. Donc c'est du pur sadisme, évidemment. Est-ce que la série avait besoin d'aller là-dedans? Non. Non, oui, mais ça après, je sais pas, enfin c'est pas une... Voilà, donc moi c'est pour ça que dans le bouquin, je comprends que ça a été adouci. Après il y a des trucs qui sont étonnants, parce que tu vois, il y a des néophytes qui m'ont dit, oui mais en fait c'est assez facile de vérifier lequel est le mâle et lequel est la fille, tu vois. Oui, mais ils le disent dans la série. Bah oui. Et justement, check, tu vois, regarde ses organes génitaux. Je vais être... donc bref. Donc ça c'est pareil, j'ai pas compris, parce qu'ils le disent en plus. Bah bien sûr. Donc à un moment je fais, c'est idiot, fais-le. parce qu'en fait tu ne vérifies même pas. Donc du coup tu vois, ça ajoute une surcouche d'incompréhension. Oui, voilà. Sur le, pourquoi ils vérifient pas, et 2, pourquoi ils choisissent de la croire immédiatement, alors qu'en fait t'aurais rajouté le deuxième gamin, tu l'aurais fait pointer du doigt sur l'un des 2 et ils auraient choisi de tuer l'autre, et il n'y avait pas de question qui survenait, tu vois. Ce truc-là a déjà été fait 1000 fois. Oui. C'est peut-être aussi tu vois, un trope qui est très connu, et donc ils voulaient peut-être faire autre chose. Par contre, dans ce cas-là, si tu joues cette carte-là, comme ils l'ont fait dans la série, ne mets pas un de tes personnages, enfin ne fais pas dire à un de tes personnages, tiens, on va checker. On est bien d'accord. Juste au pire, suspension d'incrédulité, ils y ont pas pensé, et puis let's go. Oui. Parce que c'est des teubés. Oui, parce qu'en plus, ils en font des caisses sur le fait qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à tel point que Aegon est obligé d'aller vérifier si c'est son fils ou sa fille au début de l'épisode. Donc c'est... Oui, tout à fait. J'ai été un poil déçu par cette scène. Ça n'empêche pas la scène de fonctionner. Ça n'empêche pas la scène de fonctionner, mais je comprends les gens qui te disent que c'est un peu décevant. Et après, j'aime bien le côté, elle voit sa mère apeurée, tu vois, comme un enfant qui va voir sa mère parce qu'elle a fait un cauchemar, tu vois. Mais ça fonctionne bien en plus, parce que t'as cette image d'une jeune fille, en fait, parce que Helena, c'est une jeune fille, en fait. Qui a un gamin dans les bras et qui regarde sa mère en lui demandant son aide, quoi. Et sa mère qui est occupée à toute autre chose, d'ailleurs. Tout à fait. À faire d'autres filles, peut-être. Potentiellement. Mais non, c'est intéressant. Ouais, non, c'est pas mal. Je trouve que le final aurait pu être mieux, surtout après ce que tu viens de me dire. Parce que c'est vrai que
ça aurait pu être un peu plus profond. Et quand tu dis est-ce que la série a besoin de ça, c'est pas une question pour moi, parce qu'en fait, dans Game of Thrones, il y en avait du sadisme, hein, et ça n'a pas empêché la série d'être. Clairement. Tu vois, j'aurais préféré un peu plus de sadisme et moins peut-être de Ken côté Alicent, tu vois, qui est un peu. Qui sort pas de nulle part, parce que d'un côté je pense que c'est rigolo aussi, quoi, mais niveau narratif et narration, je pense que c'est plus intéressant, tu vois, d'avoir ce choix de Sophie plutôt qu'autre chose. Mais bon. Une théorie de Franck qui dit: ma théorie c'est qu'il n'y avait pas de script doctor à cause de la grève et qu'ils ont laissé la scène telle qu'elle avait été écrite sans retouche au moment où ils se sont rendus compte que c'était bof. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il y a eu une période de reshoot assez extensive en début d'année. Et que s'ils s'étaient rendu compte que c'était bof, ils l'auraient reprise. Je pense que c'est la scène qu'ils voulaient faire, et c'est la scène qu'on a eue, c'est tout. Ouais. Non, je pense aussi, et au-delà de ça, c'est pas le genre non, je pense pas. à faire ce choix-là. Donc non, je pense pas non plus. Je voulais dire un truc, puis après faut qu'on termine la vidéo. On parlait de cette scène-là, et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, non, c'est une scène qui est plutôt bien tournée, qui fonctionne quand même bien, voilà, sur moi, c'est ça que je voulais dire, vraiment, même si bien sûr. Tout ça, c'est pour ça que j'avais cette question, je voulais savoir si vraiment, en tant que pur découvreur, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne, encore une fois, je me suis mis la main devant la bouche, voilà, donc non, je fais, ah putain, ils sont quand même allés jusque-là. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, super. En tout cas, épisode qu'on pourrait noter, peut-être, ça pourrait être un rendez-vous. Ouais. Même si les notes. Tu notes sur quoi? Sur 5, sur 10? Sur 5. Okay. Tiens, le chat a voté 4 sur 5. 4, ouais, voilà. Moi, je mettrais entre 3 et 4. Ouais. J'ai pas envie de mettre plus que 3 parce que c'est tranquillou, quoi. Donc, moi, je dirais 3,5 si on avait des demi. Ouais. Ouais. 3,5 c'est bien. 3,5. Moi, j'aime bien. Ouais. Désolé, il n'y a pas le ennemi dans le chat. Non, j'ai 5 trucs. Mais voilà. Non, franchement, c'est un bon début de saison et j'ai hâte de voir, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, c'est la fin de ce premier débrief de House of Dragon saison 2. Est-ce que ça vous a plu? Dites-le nous évidemment dans les commentaires de cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous dire, vous, quelle est votre note sur cet épisode 1? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous allez regarder l'épisode 2? Si oui, on vous attend la semaine prochaine pour le prochain débrief. Salut tout le monde. Et vos théories aussi. Ouais, grave.